swear. Et ben voilà. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur avec un invité de marque. Attention, que vous nous aviez demandé depuis des années. Le loup noir, attention. Merci beaucoup de nous accorder cette interview. C'est la première finalement de ta carrière. C'est ça, exactement. Alors, la première question que j'ai, c'est finalement pourquoi avoir attendu si longtemps avant de t'exprimer? Sincèrement, je suis pas une personne qui communique beaucoup. Je fais seulement mes entraînements. Mais pourtant, on peut voir que tu communiques un peu sur tes réseaux sociaux déjà parce que tu es très suivi. Tu as 2 comptes aussi. Donc, tu as quand même envie de communiquer, de partager à tes fans. Oui, exactement, ça. Et, parfois. Et pour tes fans, pourquoi déjà avoir eu plusieurs comptes? C'est dans le cadre professionnel. Donc, avec mon entourage, on m'a proposé de faire ceci, cela, plusieurs options. Donc, Et comment ça se passe exactement? Parce que là, on voit déjà que tu es assez structuré finalement, alors que tu débutes tout juste. Est-ce que directement tu t'es dit, il faut que j'ai cette approche un petit peu business? Comment ça s'est passé? Oui, comme vous le dites, c'est aussi au milieu du business. Je devais un peu m'améliorer. Ok. Donc avec mon entourage, on en a discuté. Donc on m'a proposé ça, donc je me suis dit oui, pourquoi pas. Ouais. Donc c'est pas moi qui gère tout ça, sincèrement, c'est mon manager. Et voilà. Mais par rapport à ça, je pense qu'on voit sur ton compte Instagram, par exemple, que tu suis des combattants professionnels. Quand on regarde un certain Georges Saint-Pierre, on voit que lui, c'est un des seuls, dès le début, qui avait cette approche déjà réseaux sociaux et business. Est-ce que toi, tu t'es dit, il faut que j'arrive à bien m'entourer? Par exemple, ton manager, est-ce que c'est quelqu'un que tu connaissais depuis longtemps? Oui, mon manager, je le connaissais un peu plus longtemps. Comme vous voyez sur Instagram, je me suis abonné que à Georges Saint-Pierre, parce que c'est un combattant que j'admire beaucoup. Et je lui passe un bonjour s'il me voit. Et voilà, donc c'est vraiment une personne que j'ai suivie depuis longtemps, ses combats. Donc c'était pour moi le meilleur combattant de l'UFC. D'accord. Et pour toi, qu'est-ce qui fait finalement, parce que tu as un style différent bien évidemment de Georges Saint-Pierre, mais toi, qu'est-ce qui t'a inspiré chez lui? C'est le timing, sa lutte, sa longévité? Sa lutte et surtout sa technique. Il savait envoyer au bon moment ses coups. Donc dès qu'il a envoyé, ça touchait, tu vois. Vraiment, ça touchait les combattants, ils étaient perturbés de ses coups. Voilà. Et quand il est revenu après 3 ans contre Michael Bisping, on a eu l'impression finalement qu'il n'avait jamais quitté l'octogone. Ouais, exactement. Ça, c'était complètement fou. J'imagine que toi, tu l'avais suivi, ce combat-là? Oui, ouais, j'avais suivi. C'était un très très beau combat, mais c'était très serré. Et voilà, félicitations. Et toi, est-ce que tu crois à son retour une nouvelle fois contre Nurmagomedov? Parce qu'il y a énormément de gens qui disent qu'il y a moyen que ça se fasse. Il y a énormément de gens qui disent ça, mais je sais pas. C'est à voir avec Georges Saint-Pierre, parce que voilà, là, il est un peu vieilli. Je pense que voilà, la performance qu'il avait avant, c'est pas comme aujourd'hui. Donc ça va être dur, mais c'est possible. Et toi, j'imagine que ton cœur balance s'il y a un combat comme ça. Ah bah oui, c'est sûr. Et tu irais vers qui alors? Moi, sincèrement, Khabib, je l'aime bien en dehors de ses combats. Ouais. Et Georges Saint-Pierre, je l'aime bien en dehors et même dans les combats, je l'aime bien. Donc je sais pas pour qui. Sincèrement, je serais plus pour Khabib. Mais quand tu regardes les différents combats, toi, les styles, parce que j'imagine que tu t'inspires un petit peu pour piocher, est-ce qu'un Georges Saint-Pierre qui a certes connu la défaite, mais qui est quand même beaucoup plus versatile et complet, toi, tu préfères ça à un Khabib Nurmagomedov qui est vraiment dans son truc, mais qui n'a jamais perdu? Sincèrement, je préfère le style de Georges Saint-Pierre. Sans mentir, je préfère. Bien sûr que je suis lutteur, mais Khabib aussi est lutteur. Et voilà, il faut vraiment avoir un cardio de malade pour être un lutteur. Donc, je préfère plus le style de Georges Saint-Pierre parce qu'il est toujours en mouvement. Toujours, il fait du spectacle en fait. Donc, Khabib aussi fait du spectacle, mais pas autant que Georges Saint-Pierre. Et à ce moment-là de ta carrière, toi, Georges Saint-Pierre, l'entourage de Georges Saint-Pierre, et tout le monde le sait, c'est un véritable artiste martial, dans le sens où il prend jamais de pause. Et toi, tu es hyper jeune dans ta carrière, comment est-ce que ça se passe au jour le jour, dans le sens où aujourd'hui, tu n'as toujours pas fait, tu n'as pas vraiment commencé ta carrière chez les professionnels. Est-ce que tu as un rythme déjà de plusieurs entraînements par jour? Comment ça se passe? Sincèrement, depuis 11 ans, je me suis intégré dans un sport de lutte, le lutte libre précisément. Et voilà, ça fait des années que je fais.
Il n'y a pas de coups, ce sont juste des corps à corps. Je ne sais pas si vous connaissez la lutte libre. Oui, c'est complètement. Ouais. Et je m'entraînais tout seul en mettant YouTube. Je regardais les combats de Georges Saint-Pierre, c'est pour ça que je vous dis que je suis fan de lui. Je regardais ses combats, comment il envoyait ses coups. Et moi, je reproduisais. J'avais jamais un entraîneur, j'avais jamais un club, parce que j'habitais à Orléans. Et là-bas, à Orléans, il n'y avait pas de salle de MMA, ni de salle. Il y avait deux salles de boxe, kickbox, mais ça ne m'intéressait pas. Je voulais que MMA, MMA. Donc, lorsque mon manager, mes amis à moi, mon entourage, ils m'ont aidé à me donner plus. Ils m'ont aidé pour trouver un logement à Paris, tout ça. Donc là, je me suis intéressé à l'MMA. J'ai découvert les MMA à ce moment-là. Et ça, mais quand tu as découvert ça, c'était quand exactement et comment ça s'est passé? Parce que tu vois, moi, je suis fan de MMA depuis l'époque de Fedor. Si j'avais dit à mes parents, bah, j'ai envie d'aller sur Paris pour faire du MMA, je pense qu'ils n'auraient pas trop été d'accord. Comment ça s'est passé, toi, exactement? J'étais fan depuis j'étais bébé. Parce que comment j'ai été vraiment fan, c'est quand j'ai vu mon père regarder les combats. Donc, le Pride? Ouais, voilà, c'est ça. Mon père regardait les combats, il disait dans sa tête, pas dans sa tête, mais il lui disait à voix haute aussi, j'aimerais bien avoir un fils en tant que combattant. Ok. Donc à ce moment-là, ça m'a inspiré. Et je suis allé dedans. Donc je me suis dit, pourquoi pas réaliser ce rêve. Et donc quand tu es arrivé à Paris, c'était quand exactement ça? Un an. C'était il y a un an. D'accord, donc c'était il y a un an que tu as fait, entre guillemets, la transition lutte vers MMA. Voilà. Et c'est là directement que tu as commencé avec les vidéos qu'on fait le buzz aussi sur... Exactement. Mais pour ça, on va dire, moi j'ai envie de savoir comment est-ce qu'on peut intégrer autant de techniques aussi rapidement, parce que ça fait un moment qu'on te voit déjà sur les combats d'Ibra. Oui, voilà, c'est comme je te disais, comme je regardais les combats de Georges Saint-Pierre, je reproduisais les mêmes techniques, mais aussi j'essayais de m'inventer, de me dire, allez, pourquoi pas ça, pourquoi pas ceci. Donc je me commençais à me dire, allez, cette technique, elle va passer, celle-là, elle va passer, ce coup de pied, elle va passer, ce coup de pied, il va pas passer. Donc j'ai commencé à tester. Et après, pourquoi pas, dans ma tête, je me suis dit, pourquoi pas essayer chez Ibra. Donc voilà, je suis allé, je me suis intégré dedans. Ouais. Et voilà, je voulais juste montrer mon talent pour voir si vraiment ça vaut la peine que je vais à l'MMA, si vraiment que je continue à l'MMA. Dès que j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivaient pour ça, beaucoup de gens qui m'ont encouragé, je leur remercie à eux. Et c'est ça qui t'a convaincu finalement? Là, ça m'a vraiment convaincu, ma famille, mon père, mes petits frères. Le plus important, c'est ma famille qui m'a convaincu. Et comment ça se passait l'envers du décor? Parce que on n'est pas à l'UFC chez Ibra, mais il y a quand même un matchmaking, donc ils vont pas t'envoyer entre guillemets au casse-pipe. Est-ce qu'il y avait une discussion dans le choix de l'adversaire? Parce que honnêtement, ce qui est hyper bien, moi je trouve avec Ibra, il y a plein de gens qui disent dans le monde pro du MMA, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Mais moi je trouve que par exemple toi, ça t'a donné une plateforme que, à part l'UFC, personne fait autant de vues que lui sur des combats de MMA. C'est ça, c'est ça. Donc c'est ça exactement. Donc ça, sans vous mentir, je sais pas. Donc Ibra, il est très très suivi, très influencé dans le YouTube. Il a percé, il a réussi sa vie. Non, complètement. Ouais. Donc voilà, lui aussi s'est lancé à ça. Il a commencé à faire des combats. Donc moi je l'ai suivi, beaucoup de personnes l'ont suivi. Et sincèrement, c'est un coup de chance. C'est Dieu qui a voulu, quoi. Et à partir de quand tu t'es dit, bon bah ok, c'est bien de faire les vidéos Ibra, ok je fais des vues, je gagne des followers et maintenant je vais vraiment me structurer pour devenir un combattant professionnel. Quand est-ce que tu t'es dit ça? Ce que mon père me l'a dit. Mon père m'a dit, c'est bon, tu as montré tout à l'heure. Parce que quand j'ai commencé, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient que quand j'ai commencé avec Ibra, j'étais professionnel. J'étais une personne qui m'entraînait, j'étais en pro. Non, j'étais juste un lutteur. Je savais ni mettre de coups de poing, coups de pied, mais je m'entraînais, je reproduisais les coups de poing sur YouTube, comment les entraîneurs les expliquent à mettre. Donc moi, je suis allé chez Ibra pour voir si vraiment, au moins un minimum, je maîtrise ça. J'ai vu que je maîtrise ça, mais je suis plus dans ma lutte. J'utilise plus la lutte que les poings et pieds. Et le secret, quel est le secret de ce fameux kick façon capoeira qui a fait le tour, qui a été chez ESPN quand même? Ouais. Comment est-ce que, tu t'es entraîné à ça? Est-ce que c'était dans ton club de MMA? Est-ce que tu as fait ça, je sais pas, avec tes coachs en sparring? Ou c'était juste de l'inspi comme ça? C'était juste de l'inspi. Sans vous mentir, j'étais dans une salle de lutte où je mettais un coup de pied retourné, je mettais des kicks. Je me dis pourquoi pas celle-là? Donc pourquoi pas celle-là? Et en m'inspirant, j'ai connu cette technique-là. J'ai essayé de la reproduire, ça ne marchait pas. Bien sûr, dans la lutte, tout ça, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Il fallait vraiment le bon moment. Et moi, je l'ai eu en bon moment, quoi.
Ouais, bah Je suis allé chez Ibra, le combat que j'ai fait avec Amadou. Bah, merci à lui pour ce combat. Pour ce highlight surtout. Hein. Ouais, pour ce beau spectacle. On a fait un très beau combat. C'était un très bon combattant, Amadou, voilà, qui s'entraîne à MMA Factory. Et le coup de pied qui s'est réalisé, bah, moi-même, je croyais pas. Ouais. Quand ça marchait, ça marchait. Et qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as fait ça? Parce que chaque fois, quand on parle aux combattants, quand on leur dit vous avez réussi un KO, quelque chose comme ça, c'est finalement un sentiment de plénitude que, bah, par exemple, moi, je ne connaîtrais jamais. Et toi, à ce niveau-là, qui est certes loin d'être le niveau professionnel, est-ce que déjà tu t'es dit, quand tu as réussi à claquer le KO et que bah, ils ont arrêté le combat, tu as fait oh, ça veut dire que je peux le faire quand même? Sincèrement, quand j'ai mis le KO, déjà quand j'ai mis le coup de pied, j'étais content de moi, mais je n'avais pas le pressentiment de ah, j'ai fait un truc de ouf. J'ai eu ça quand j'ai vu que ça tournait de partout en fait. Ok. Quand ça tournait de partout et vraiment là, les gens, ça leur faisait plaisir. Ils ont aimé, ils étaient choqués. À ce moment-là, je me suis dit ah, pour moi j'ai fait quelque chose. Est-ce que c'est ce KO-là, on va dire, qui t'a fait décoller, par exemple, parce qu'il y a des personnes hors de France qui se sont mises à te contacter pour te dire on aimerait que tu viennes t'entraîner chez nous? Est-ce que ça a été vraiment l'élément déclencheur? Sincèrement, c'était vraiment un élément déclencheur. Ok. C'était vraiment, ça a vraiment tourné vraiment dans tout le monde. Et beaucoup m'ont contacté, beaucoup m'ont donné, mais ça, c'est que les managers qui s'occupent de ça. Mhm. Voilà. Et comment tu as fait ton choix? Parce qu'aujourd'hui, donc, tu es à la Hatch Academy à Aubervilliers avec Salim Paras qui va défendre sa ceinture au KSW le 7 décembre. Voilà. Bonne chance à lui. Voilà, on va être très complet sur la chose. Comment est-ce que tu as fait pour choisir finalement cet endroit pour là, on va dire, te lancer dans le monde du MMA professionnel? Sincèrement, avant que je fasse les combats de Ibra TV, je suis allé juste avec un ami à moi qui m'a proposé d'aller dans une salle de MMA. Donc c'était la première Hatch Academy, chez Hatch. Et j'ai connu Saladin comme ça. Donc on a fait un sparring ensemble et on s'est connus. Donc lorsque je suis rentré, je me sentais direct, je me suis direct senti que j'étais chez moi. En fait, c'était une bel accueil, des très bonnes personnes. Il n'y a pas de comme certains clubs, il y en a certains, ils ont la rage, ils ont la haine. C'est pas pareil, tu vois. Donc ça l'a dit, on s'est bien entendu après ça, on est devenus amis. Donc j'ai préféré plus Hatch Academy. Parce qu'il y avait aussi donc, le MMA Factory, j'imagine, il y avait d'autres structures qui te souhaitaient. Par rapport à ça, est-ce qu'aujourd'hui tu te dis je veux être à fond avec la Hatch Academy ou déjà, comme tu vois, tu es structuré quand même, on va dire, tel un combattant professionnel, te dire je pourrais me faire des camps, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, au Tiger Muay Thai, aller là-bas. Ou tu te dis je vais attendre 2-3 ans avant de pouvoir faire ça? Sincèrement, là, pour le moment, j'ai que dans ma tête Hatch Academy. C'est un choix personnel. J'ai choisi avec mon entourage, encore une fois, avec mes managers. Et c'est dans cette structure-là que je vais rester pour le moment, car j'aime beaucoup. Et les entraînements qui sont là-bas, c'est pas des entraînements que c'est facile à faire. Donc c'est dur. Je sais que c'est dur, c'est dur, c'est dur. Moi-même, je tiens pas. C'est dur et c'est ce que j'aime. Ouais, parce qu'on t'a vu, je crois que c'est ton dernier post sur Instagram où tu dis que c'était la séance la plus intense. C'était vraiment, je pensais pas à ce point-là. Je pensais pas à ce point-là que c'était dur. Mais c'est à ce moment-là qu'on s'améliore. Quand c'est dur, c'est à ce moment-là qu'on s'améliore. J'avoue que des fois dans ma tête, j'ai des petits mots qui viennent. Allez, un pote, ça sert à rien, tu vois. Mais voilà, quand même, c'est ce que j'aime. Mais quand je repense à mon père, à ma famille, ça s'enlève vite de ma tête. Et j'imagine que le fait d'être avec Salim, qui n'est pas dans la même situation que toi, mais on va dire qui a cette grosse étiquette d'espoir et de t'entraîner avec lui, tu te dis, si lui il se déchaîne, moi aussi je peux y aller à fond. C'est en s'entraînant avec les meilleurs qu'on devient meilleur, comme on le dit. Donc voilà, ça fait plaisir de m'entraîner avec une personne qui est déjà très 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 expérimentée, qui a 14-0, c'est ça? Ouais, 14-0 c'est ça, 14-0, ouais. Voilà. Avec un petit match nul, bon bah voilà. Donc quand même, il a fait ce qu'il a à faire. En France, il est clairement établi. Il est très très bon. Il est très très bon. Donc voilà, ça fait plaisir de m'entraîner avec lui, car il m'apporte de l'expérience, il m'apporte des techniques, il m'apporte de la connaissance. Et j'essaie de reproduire ce qu'il fait.
Et ben pour la suite, ma grande question, c'est quand vas-tu faire tes débuts en MMA professionnel, finalement? Parce que je pense que là, tout le monde t'attend au tournant et toi aussi, tu dois le savoir, tu dois être harcelé, je pense, de messages sur Instagram. Alors, quand est-ce qu'on va te voir? J'aurai un combat bientôt, Mhm. le 18 janvier. D'accord? Chez Hatch Academy, chez l'organisation 100% Fight. Donc là, à ce moment-là, Donc en France en plus. en France. Donc ça va être super. Monsieur va remplir la salle, attention. Quand il va y avoir l'annonce officielle, ça va être la C'est folie. ça. Pourquoi attendre le 18 janvier? Parce que tu aurais peut-être pu combattre là dès novembre. Bon, je me fais opérer du nez. Le Mhm. 21 novembre, je me fais opérer du nez. Donc le temps de récupération, le temps que je me remets en forme, le temps que ça guérit, on m'a proposé le 18 janvier. Et là, cette blessure, donc c'était dans un combat chez Ibra. Non, c'était même avant Ibra. D'accord, C'était ok. même avant Ibra. Et Je me suis cassé 3 fois le nez à la lutte. D'accord. Et dans une salle de coach, je suis allé avec un ami à moi pour m'entraîner. Donc l'entraîneur, il m'a mis un kick aussi, je me suis cassé. Et là, troisième fois chez Ibra. D'accord. Et là, qu'est-ce qui te fait te dire maintenant, c'est le moment où il faut que j'aille me faire opérer? En fait, je respire pas du nez. Effectivement. J'ai du mal à respirer du nez. Ok. Quand je dors, je respire par la bouche. Quand je mange, par la bouche, tout par la bouche. Donc j'ai Donc du quand mal tu manges, c'est pendant un peu l'entraînement. galère, je pense. Ouais, bah oui. Et Pendant ouais. l'entraînement, c'est vraiment c'est une très galère. Parce que Mhm. quand quelqu'un me prend en étranglement, en bloquant la gorge, le nez, ça ne fonctionne pas. Mhm. Donc j'abandonne plus rapidement. Ok, donc là oui, c'est vrai qu'il va être temps. Est-ce que tu as déjà subi quelques, entre guillemets, blessures là, avant même d'avoir commencé? Euh, Hors nez, hein, bien évidemment. les blessures, non. À part Ok, le nez, d'accord. vraiment grave, Ouais. le nez, j'ai pas eu grand-chose. J'ai eu le genou à la lutte, c'est Mhm. normal. Donc j'ai pas eu grand-chose. Et par rapport au nez, justement, est-ce que tu vas avoir un processus particulier? Parce que j'imagine que tu as subi Rory McDonald quand il s'est cassé le nez avec Robbie Lawler. Personnellement, moi je trouve que ça n'a plus jamais été le même depuis. Quand il était revenu contre, c'était quoi? Wonderboy, il était revenu après un an. Et pareil, là, il n'était pas. Bah Donc oui, là, est-ce que oui. tu vas faire. Vraiment, tu vas prendre ça avec précaution finalement, parce que le nez, quand on est Vraiment. combattant, c'est crucial. Le nez, c'est vraiment très fragile. C'est la partie du corps où les boxeurs, n'importe qui, les boxeurs, les gars de MMA, ils touchent que le visage. Donc le coup que tu reçois, c'est directement dans le nez, soit dans les yeux, soit dans la bouche. Donc ouais, après l'opération, je vais faire très attention. Mhm. Je vais mieux mettre ma garde. Voilà. Comme ça sera mieux. Déjà pour un. Voilà, je ferai plus attention. Et par rapport à cette fameuse garde en MMA, il y a aujourd'hui, je ne sais pas si tu suis un peu la tendance, il y en a qui prônent justement tout ce qui est autour du mouvement. Et te se dire que plutôt que d'avoir cette garde comme ça en MMA, parce que les gants sont très très fins, il faut plutôt garder les mains assez basses et se dire, je vais plutôt bouger plutôt que de garder mes gardes parce que forcément ça va passer. Toi, par rapport à ça, par rapport à ta carrière qui va arriver, est-ce que tu as déjà cette réflexion-là? Sincèrement, ma garde à moi que j'ai, sincèrement, c'est quand vraiment on est dans le milieu fatigué, parce que des fois, les combats, ça dure 5 minutes, 3 rounds, c'est vraiment pas simple du tout. Mmh. Déjà, 2 minutes, ça dure, c'est comme si que ça dure 1 heure. Donc, parfois, quand on est fatigué, les bras, ils se lâchent tout seuls. Mhm. Moi, sincèrement, je combats plus les bras sans garde. Ouais. Mais je garde la distance. Mhm. Ça dépend. Si la personne elle casse la distance, là, je suis obligé de mettre la garde. Donc, si tu as la distance, tu peux reprendre ton énergie, tu peux reprendre en toi-même. Et aujourd'hui, toi, dans les combattants, est-ce qu'il y en a qui t'impressionnent particulièrement? Est-ce que tu vois qu'il y a un petit changement qui est en train de se passer? Combattant, c'est-à-dire Dans les combattants pro, hein. Par exemple à l'UFC. à l'UFC, Ouais. sincèrement, le combattant qui m'impressionne, qui m'avait impressionné avant, c'était McGregor. Mhm. Ok. Il combattait pas avec. Donc la garde, il faisait pas très attention. Et il savait très bien maîtriser à quel moment il faut mettre la garde, à quel moment il faut défendre. C'était un très bon combattant. C'était, pour moi, c'était comme s'il était décédé. Il va revenir, Conor, il va revenir. Attention, n'en déplaise à certains. J'espère qu'il va revenir. Donc là, normalement, il revient lui aussi le 18 janvier. Le 10 janvier, ouais. Il va y avoir une grosse concurrence entre toi et lui pour qui va remplir finalement, qui va vendre le plus de pay-per-view. Pour le retour de Conor, et même quand il était dans sa carrière, on va dire, lui, c'était vraiment le timing et la précision. Toi, est-ce que tu as un travail aussi spécifique là-dessus? Parce qu'on a pu voir justement dans les combats chez Ibra que tu étais, on va dire, assez incisif, assez précis. Est-ce que tu travailles ça avec, je sais pas moi, quelqu'un en particulier? Ou est-ce que, pareil, là, c'est autodidacte? Sincèrement, même si je travaille le debout, Mhm.
même en travaillant debout, il me faudra encore des années pour que je m'habitue à ma précision, quoi. Là, je suis plus en corps à corps, en lutte, donc c'est plus facile pour moi. J'arrive à plus facilement amener une personne au sol. Donc, pour le moment. Est-ce qu'il y a un style que tu as envie, ou je sais pas moi, des armes que tu as envie de développer en particulier? Parce que par exemple, tu vois, quand je parle avec Cyril Gann, qui vient lui du Muay Thai, du pied-point, il a fait un énorme travail au sol forcément quand il a fait l'UMA. Et ça, on va dire ça. Son point spécifique, c'était, plutôt que de travailler la défense de takedown, c'est je vais faire en sorte qu'il n'y ait même pas cette tentative de takedown chez l'adversaire et donc être dans le mouvement de base. Est-ce que toi, tu as aujourd'hui un secteur spécifique de travail? Sincèrement, moi, je voudrais plus travailler le striking. Le striking, d'essayer de terminer le plus vite possible le combat. Juste dans cette optique de pouvoir finir le combat ou d'être spectaculaire? En fait, d'être spectaculaire. Comme je le fais dans beaucoup de combats, je préfère être plus spectaculaire que de faire un combat moche, sincèrement. Gagner un combat moche, je préfère de gagner en faisant un beau spectacle, même si je risque ça, mais ça va m'apporter quelque chose, quoi. Exactement, parce que c'est ce qui va intéresser les gens. Il y a des combattants, je sais pas moi, les Mike Perry par exemple, ils gagnent ou ils perdent, mais les gens ont envie de le regarder. Comme Israël à l'UFC, avec ses coups de pied de retourner, ses coups de pied, c'est vraiment magnifique comment il joue. C'est joué en fait, tu vois. Ses mouvements de jambes, son style de combat, rien à dire. Est-ce que toi tu réfléchis déjà à pas te laisser emporter par le jeu? Parce que par exemple, Israël Adesanya il joue, mais il est à 18-0 en carrière. Mike Perry, il joue, mais il perd autant qu'il gagne. Est-ce que toi, tu préfères, je sais pas, quand tu vas commencer ta carrière là, tu te dis, je vais y aller, le but c'est de me faire plaisir, ou au contraire, va quand même falloir à chaque fois gagner? Parce qu'il y a deux types de mentalité finalement. Sincèrement, ma mentalité, si je vais dans un ring, c'est pour gagner. Sincèrement, c'est pas pour faire. Si je vois vraiment mon adversaire en face de moi, c'est pas un adversaire rigolo, là, il faudra que je donne tout. Là, il faudra que je donne tout, faire un beau spectacle. Parce qu'un adversaire qui a une très bonne expérience, comme toi, il y a toujours un beau combat. C'est comme Khabib et McGregor. Tu vois, tout le monde attendait ce combat-là. Tout le monde. Et plus de. Sincèrement, le combat entre Khabib et Poirier, on n'attendait pas autant. Tu vois. Je ne l'attendais pas autant. Comme McGregor. Parce que tu n'y croyais pas? Parce que j'y croyais pas. Ouais, j'y croyais un petit peu, je dois l'avouer, mais bon, très rapidement. Je n'y croyais pas du tout. Il y a eu la guillotine quand même. Ouais, ça va. Ouais, voilà, on s'est dit à un moment un petit peu de suspense. Et donc là, pour revenir donc à toi, à ta carrière, dans cet aspect toujours de faire la balance avec tout ce qui se passe, la décision et le style, on voit, parce que j'ai un peu été sur les réseaux, sur Sherdog, eh bien, monsieur a 0-1. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça? Ah oui, je peux t'expliquer avec plaisir. Donc, lorsque je faisais un peu de la lutte, on m'a proposé un combat j'ai oublié quelle organisation. On m'a proposé un combat là-bas, j'avais 17 ans. Donc, j'ai dit pourquoi pas. Donc, je suis allé, on m'a bien dit que c'était en professionnel. Donc, moi, je faisais pas attention, professionnel, amateur, il y a quoi qui change? C'est un combat d'MMA. C'est un combat, quoi, c'est tout. Mais j'ai pas fait attention que ça serait écrit sur le Sherdog. Parce que je pensais, le vrai MMA, les coups sont permis au sol. Donc, en fait, on m'a expliqué juste après le combat, après la décision de l'arbitre, on m'a expliqué qu'en fait, en France, que Pancras, t'es quand même dedans, tu vois. Donc à ce moment-là, ça m'a pas fait grand-chose. Au contraire, grâce à cette défaite-là, j'ai pu m'entraîner encore plus, quoi. Est-ce que c'est un poids aussi finalement qui s'enlève déjà avant même que ça ait commencé? Parce qu'un certain nombre de combattants, quand ils sont invaincus, ça travaille un petit peu dans la tête et tu te dis, plutôt que de se dire, je vais viser le spectacle, il faut surtout pas que je perde ce 0. Toi, le fait d'avoir, on va dire, perdu entre guillemets avant que ta carrière ait commencé, t'as pas cette pression-là? Non, pas du tout, j'ai pas cette pression-là parce que Dieu nous a créés comme ça. Tout le monde fait des erreurs, tout le monde a des défauts. Il faut juste se battre pour ça. Parce que si je perds une fois, 2 fois, 3 fois, perdre c'est rien. Mais abandonner, là, c'est quelque chose. Si j'abandonne, là, je peux dire vraiment que j'ai tout perdu, en fait. Tu vois. Donc, si je continue, ça veut dire que je suis quand même des personnes qui continuent comme moi, comme quelqu'un, c'est des guerriers. Tu vois. Ils vont jusqu'au bout. Et comment était ton état d'esprit quand tu avais fait ces combats? Donc, ce combat-là, je pense que c'était dans
dans ta tête, pas vraiment un combat, on va dire, de MMA, Ouais. parce que c'était plus le traquenard, entre guillemets, Ouais, hein, c'est parce ça. qu'on t'a prévenu à la fin. Mais quand tu es chez Ibra, est-ce que tu es déjà en mode, il faut absolument que je gagne parce qu'il y a les vidéos, parce que, on va dire, des conditions quasi professionnelles? Sincèrement, dans les combats de Ibra, c'était pas plus. Bien sûr que oui, il faut que je gagne, mais c'était pour faire un beau spectacle. Mhm. En fait, ce que j'ai appris, je voulais le reproduire. Il y en a certains que ça n'a pas marché, mais il y en a c'est qu'ils ont marché. Et idéalement, là, comment tu vois, allez, fin 2020, comment ça se passe pour toi? On va dire, si tout se passe bien, là, ta carte blanche, et tu me dis où est-ce que tu seras fin 2020, ouais. Fin 2020, c'est Dieu, c'est. D'accord. T'as pas d'objectif en particulier? Parce que j'imagine quand même que tu vas te dire, bon bah ok, il y a le combat de janvier, là, il va falloir que tu le gagnes. Ce sera en France. Sincèrement, lorsque le MMA il sera légalisé, Mhm. je rêverai, bien sûr, comme tous les combattants, dans une cage, Mhm. avec les vraies règles de MMA, que le MMA il soit amélioré en France. Et voilà, de faire d'un beau spectacle et montrer qu'en France, il y a beaucoup de jeunes combattants, ils ont un talent. Mhm. Parce que pour toi, aujourd'hui, enfin, en France, l'avantage, c'est quand même, on est un pays de MMA sans que le MMA soit spécialement légalisé. Est-ce qu'il y a des combattants en France pas qui t'inspirent, mais que tu suis quand même? Sincèrement, en France, pas du tout. Il Mais n'y a pas non. de combattants qui m'inspirent. Oh là là. Après, en France, j'inclus quand même Francis Ngannou. J'inclus des gars comme ça, non? Ce sont des poids lourds. Donc, bien Ouais. sûr, c'est Ah oui, Francis Ngannou. Ce tu sont voulais dire des- dans tes catégories, Ouais, c'est dans ça? mes Ah, d'accord. catégories. Moi, je pensais que tu parlais de Ah mon oui. cas. Bien sûr, Francis Ngannou, c'est des cogneurs, quoi. Tu Ouais. vois, c'est pas des. Oui, mais c'est vrai qu'il faut être un peu plus complet quand on est dans des Exactement, catégories un oui. petit peu plus petites. C'est Ouais, ça, c'est exactement. Il faut Ouais. être, Et par rapport à ça, quand tu vois ta catégorie de poids à l'UFC, est-ce que tu commences déjà à te dire, par exemple, quand je parlais avec Morgan, je lui parlais de Zabit Magomed-Sharipov ou de gars comme ça, il fait, ah ouais, ça va être quand même sportif quand je vais aller à l'UFC. Toi, quand tu regardes ta catégorie, est-ce que tu te dis, va falloir bien ménager sûr sa que oui. voiture, hein. C'est pour ça, il faudra travailler dur, et encore plus dur que eux. Tu Mhm. vois, parce qu'eux, ils s'entraînent avec 3 entraînements par jour, même 4, 5. Je sais même pas combien, mais il y en a beaucoup qui sont comme Georges Saint-Pierre, 3 entraînements par jour. Donc il faut s'entraîner dur, dur, dur. Et faut être confiant, quoi. Et- Si t'es pas confiant, tu peux pas. Et aujourd'hui, est-ce que niveau alimentation, je sais pas moi, dopage également, enfin, je vais pas te dire si tu te dopes, mais est-ce que tu prends par exemple des compléments alimentaires? Est-ce que tu t'optimises déjà à ce niveau-là? Parce que bah, déjà, il y a l'échéance de janvier, et puis 2020, tout peut aller très vite. Sincèrement, je prends pas de compléments alimentaires. Donc cette année-là, pas cette année-là, au début de septembre, on m'a proposé quelques compléments alimentaires, des BCA, les trucs énergisants. Donc ils ne sont pas du dopage. Donc, Hein, c'est pas du voilà, dopage du voilà, tout, c'est parce que- juste ouais. c'est pour la récupération, Ouais, quoi. complètement. Après l'entraînement, tu es fatigué, tu bois, donc tu reprends ton énergie. Donc voilà, on m'a proposé, donc on verra avec le manager si. D'accord. Ok. Et donc là, tu prends rien du tout, alors que Ouais, tu es je quand même prends- sur un rythme assez Ouais. hardcore. Hein. Mais beaucoup de sportifs m'ont dit de prendre, parce que vraiment il faut Ouais. qu'il y ait un mec qui s'entraîne matin, soir. À un moment, le cœur il tient pas. Ouais. Tu vois. Tu forces sur le cœur et ça peut, C'est ça, ça ouais. peut provoquer Et beaucoup de choses. donc là, justement, tu n'as rien du tout. Là pour le moment, j'ai rien du tout. Et d'ici janvier, ce sera pareil. D'ici janvier, je sais pas du tout. Oui, bah Peut-être. tu verras en fonction de toute façon. Et pour janvier, là, est-ce que tu connais ton adversaire ou est-ce que là encore, à part la date et l'événement, ça reste pour l'instant assez mystérieux? Je connais pas pour le moment mon adversaire, je connais juste la date. Mhm. Pour le moment. Mais après, je vais analyser ça. Et quand tu dis analyser ça, est-ce que tu vas faire ça? Comment ça va se passer exactement? Est-ce que tu vas avoir ce fameux game plan? Parce que chez Ibra, il n'y avait pas de game plan, enfin, il n'y avait pas de game plan. Tu savais qui t'allais affronter avant quand même d'arriver sur enfin, pas dans la cage, mais sur le terrain? En fait, on se mettait d'accord. Mhm. Donc, on se mettait d'accord. On me proposait un combat. Donc, il y en a beaucoup qui me proposaient des combats. Et moi, je leur disais, ouais, pourquoi pas. C'est-à-dire ils te contactaient sur Ouais, les ils me réseaux sociaux? contactaient sur les réseaux sociaux. Oui, je voudrais combattre avec toi pour voir ce que ça donne, tout ça. Donc, avec plaisir, viens. D'accord. Je combattais avec eux. Et voilà. Donc, le combattant que je vais affronter le 18 janvier, comme tu dis, je vais analyser de ma façon de voir ses performances et son point faible.
Est-ce que toi, tu vas préférer ça? Parce que je parlais avec un combattant français, l'interview arrive bientôt, qui va faire les mondiaux de MMA amateur. Il disait ce qui était intéressant avec ça, c'est que quand tu es en amateur, je crois que c'est 3 minutes par round, donc c'est hyper rapide. Et en plus, tu fais énormément de combats. Donc tu n'as pas le temps d'avoir de game plan. C'est ça. Et toi, est-ce que tu préfères ce côté-là de dire, j'y vais à l'arrache bien évidemment, mais tu laisses parler ton inspiration et tu fais en fonction de ce que tu as envie, plutôt que de te dire, le gars est très bon lutteur ou très bon striker, donc tu t'auto-limites forcément? Sincèrement, non. Sincèrement, non. Sincèrement, j'avoue que dans les MMA, 3 minutes, c'est rapide, mais c'est quand même dur parce que les coups, tu es toujours en mouvement, toujours avec la garde. Déjà, juste garder la garde, c'est aussi de l'effort. Tu as l'épaule qui brûle, tout ça. Donc, bien sûr, professionnel, c'est très risqué. 5 minutes, il faut avoir un bon cardio, très très bon cardio. Donc, j'espère améliorer ça. Donc là, je suis en cours d'amélioration. Voilà. Et tu fais comment pour ménager les attentes autour de toi? Parce que ça a explosé hyper rapidement. Nous, on a reçu beaucoup de messages pour dire quand est-ce que vous allez avoir en interview? Il y a un gars qui cartonne tout. On nous a envoyé à chaque fois les highlights. Toi, j'imagine que ça a été un peu soudain et puis quelque part inattendu aussi. Ou au contraire, c'était un plan avec ton manager et les gens qui sont avec toi? Sincèrement, c'est venu d'un coup. C'est venu d'un coup. Donc après, le manager, il m'en a parlé. J'ai dit pourquoi pas. J'ai dit pourquoi pas. Comme ça va me faire de l'expérience, quoi, tu vois, pour une première fois. Ouais. Et là, maintenant que tu combats, par exemple, il y a énormément de... Quelle est ta motivation dans le combat? Tu as le droit de dire l'argent, il n'y a pas de souci. Il y a plein de combattants qui se disent parce que c'est l'argent, parce que je suis très bon. Il y en a qui disent parce que j'ai envie de prouver que je suis le meilleur du monde. Ou est-ce que toi, parce que ce que j'ai remarqué, c'est vraiment quand tu vois, il y a énormément de créativité, on sent qu'il y a beaucoup de plaisir. Après, c'est peut-être parce que c'est chez Ibra, donc tu n'as pas le côté pro. Bon, sincèrement, pourquoi je fais de l'MMA? Comme je te le disais, c'était pour mon père, pour ma famille. Tout d'abord, bien sûr, l'argent, ça vient. Bon, si tu as plus d'expérience, tu as plus d'argent. Donc moi, sincèrement, j'ai commencé l'MMA pour mes parents. Je voudrais pour le futur, j'espère, je rêverais que ma famille, peut-être mes enfants, voient que voilà, papa a du talent, tu vois. Donc que mon père voit qu'en fait vraiment mon fils il a du talent, ma mère, tout le monde soit fier de moi, tu vois. Mes cousins, mes cousines, en Tchétchénie, partout. On est déjà de toute façon fiers de toi à la sœur et puis partout en France. Et donc là, pour la suite, toi aujourd'hui, quand tu t'entraînes, est-ce que je sais pas, il y a des combattants, par exemple Saladin, tu vois, il a un job à côté. Toi, comment ça se passe? Comment tu ménages ça aussi? Sincèrement, j'ai pas de job à côté. Ok. Donc voilà, moi c'est que dans ma tête. Avec mes managers, on en a discuté, c'est que entraînement. D'accord. Rentrer, entraînement. Dormir, entraînement, c'est tout. Donc là, c'est le plan, on va être champion de vraiment combattant de MMA. Vraiment pour prendre le niveau plus rapidement, que j'enlève tout de ma tête, travail, pas travail. Parce que quand il y a le travail, après l'entraînement, tu es fatigué, tu te dis, demain, demain, je dois aller au boulot. Donc des fois, tu n'as pas la motivation. Des fois, il y a certaines personnes qui sont au boulot, qui n'ont pas le temps pour aller à l'entraînement. Donc moi, j'ai préféré de mettre ça de côté, de m'améliorer très rapidement, donc, grâce à mes abonnés, tout ça, leur montrer mon talent. Est-ce qu'il y a des choses que tu appréhendes un petit peu quand tu vas commencer à être professionnel et pour ton premier combat? C'est-à-dire? Par exemple, le weight cutting, est-ce que tu te dis, va peut-être falloir que je passe par là? Ça, moi, je sais pas. Ok. Là, parce que tu vas peut-être changer de catégorie aussi. Oui, peut-être. Voilà. Et pour l'instant, oui, tu n'as pas eu de discussion particulière autour de ça? Vraiment, j'ai pas eu de discussion concrète, mais je sais que pour le moment, je vais combattre au moins de 66. D'accord. Ok. Ouais, déjà ça au moins. Déjà. C'est clair et net. Et pour le reste, quand tu vois les combattants pro de MMA, par exemple à l'UFC, que tu vois, je sais pas moi, des difficultés dans le sens ça, c'est toujours au niveau du poids. Quand tu vois un Paulo Costa qui prend 13 kilos, c'est pas ta catégorie. Hein. Par exemple, Max Holloway. Voilà, tu vois que dans la vie de tous les jours, il est plus imposant que Daniel Cormier. Ouais. Quand tu vois ça, est-ce que tu te dis,
va peut-être falloir que je change radicalement tout au tout, ou alors aller dans une catégorie inférieure. Là, ça m'en a pour le moment. Comme, là, je pèse environ 72 kilos. Donc, comme avec Hatch, on en a discuté. Donc, Hatch, il m'a proposé 66. Donc, il y aura un petit cutting. Exactement, bien sûr. Donc, il m'a proposé en 66. C'est mieux pour moi. En tout cas, je serai plus vif. Et on verra qu'est-ce que ça donne en moins de 66. Oui, mais pour l'instant, je veux dire, tu n'as pas eu de discussion sur comment tu vas perdre le poids, comment tu verras. Si, j'ai eu des discussions avec Hatch. Ok. Donc, on verra ce que ça donne. Ok. Si ça marche. Ouais. Parce que c'est vraiment dur, mais j'espère que ça marche. De toute façon, la plupart des combattants, ils disent que le weight cutting, c'est la première victoire avant le combat, finalement. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est ça, c'est vraiment dur. Ça va être le gros défi. Et aujourd'hui, à l'UFC, est-ce qu'il y a des gars, on parlait de Georges Saint-Pierre tout à l'heure, de Khabib, dans les mecs actifs, des gars qui t'inspirent un petit peu, où tu te dis, lui, j'aimerais bien, on va dire, dans son style, pouvoir piocher là-dedans? Piocher là-dedans. Sincèrement, j'aurais bien voulu piocher chez Khabib, sa lutte, car c'est vraiment la lutte, c'est de A à Z, c'est sa base, quoi, tu vois. Donc moi, je suis né dans cette base-là, et lui, il connaît tout par cœur, tu vois. Il connaît tout par cœur, donc j'aimerais bien piquer ses techniques, ses stratégies. Et par exemple, dans sa stratégie, toi, qu'est-ce qui t'intéresse chez lui? Parce qu'il a une approche complètement différente de beaucoup, dans le sens où la plupart, tu vois, tu as ce côté, on va dire, réussite en takedown, où chaque fois que je tente le takedown, on va dire Georges Saint-Pierre, avec son timing, c'est pour mettre au sol. Khabib, c'est pas du tout ça. Il va te harceler avec les takedowns, et pour qu'au troisième round, tu es tellement cuit que là, il va réussir à te mettre au sol. Toi, c'est quoi que t'aimes bien finalement chez lui? En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il va jusqu'au bout. En fait, lorsqu'il fait une attaque, il va jamais lâcher. En fait, lorsqu'il prend une jambe en takedown, par exemple, il prend une jambe, même si l'autre adversaire il va défendre, il ne va pas lâcher cette jambe-là. Donc c'est ça que je veux, voir comment il fait. Parce que moi, par exemple, je vais faire une attaque aux jambes à un professionnel, une fois sur deux, ça marche. Ça ne marchera pas tous les jours. Donc à Khabib, lorsqu'il attaque, il n'abandonne pas. Il va jusqu'au bout, jusqu'à qu'il atterrit au sol. Et lorsqu'il atterrit au sol, à ce moment-là, il fait son travail. Et puis là, c'est terminé. Voilà, c'est terminé, quoi. Sortir, ça sera. C'est pour ça que les autres combattants, ils dépensent leur énergie pour sortir de là. Donc, c'est très dur le sol. Mais là aussi, est-ce que tu fais un travail au niveau de la caisse, entre guillemets? Parce que, on le sait tous, le cardio de Khabib, c'est un espèce de truc de malade. Et même au sein de son équipe, le nom m'échappe, mais on voit qu'ils n'arrivent pas tous à justement maintenir ce rythme-là. Toi, est-ce que tu as un travail spécifique aussi aujourd'hui là-dessus? Ou au contraire, Sincèrement, j'ai vu que Khabib s'entraînait avant dans les montagnes. Donc, comme je te dis, dans les montagnes, l'air est pur. Même il revient régulièrement au Daghestan pour faire ses camps. Exactement. Donc voilà, moi et mes managers, nous avons une petite idée de ce qu'on va faire. Oh, attention. Voilà. Donc on va essayer d'améliorer d'abord le souffle, parce que quand tu n'as pas de souffle, tu ne peux pas combattre. C'est impossible. D'où le nez déjà. Donc, déjà, d'où le nez, il me dérange beaucoup. Donc j'espère après l'opération, je pourrai au moins respirer pour une fois du nez. Ça fait déjà 4 ans. Et voilà, nous avons des projets avec mes managers. J'espère que ça va marcher. J'espère aussi. Et avant de te laisser partir, la toute dernière question, c'est d'où te vient ce surnom du loup noir? Du loup noir. Donc voilà, le loup noir, sincèrement, c'est venu parce que dans ma famille, je suis le seul à avoir les cheveux bruns. Que mes petits frères sont tous roux, je suis le seul. Et dans la salle, on m'appelait comme ça aussi, le loup noir, parce que je m'entraînais plus seul. Je m'entraînais individuellement. J'étais toujours seul. Je m'entraînais toujours seul. Je courais toujours seul. J'avais besoin de personne. Donc après ça, plus tu as de l'expérience, plus tu as besoin des gens qui sont expérimentés. Parce que c'est eux qui te donnent la connaissance et que toi, tu peux améliorer plus rapidement. Ça, tu l'as compris quand, ça, qu'il fallait s'entourer? Un ami à moi. D'accord. Un ami à moi qui fait du judo, moi de la lutte. Donc moi, à chaque fois, je le mettais au sol avec mes attaques de jambes, avec mes bras à voler, les enfourchements. Donc lui, il voulait améliorer. Donc lui, quand il améliorait, il était bon. Donc il ne me laissait pas faire des attaques, tout ça. Et là, on avait de la concurrence entre nous. Donc à ce moment-là, je me disais, ah ouais,
il faudra bien que je vois un gars qui est plus meilleur que moi. Je voudrais bien rencontrer une personne qui est plus meilleure que moi pour voir mes défauts. En fait, c'est comme ça qu'on voit mes défauts. Et voilà, puis tu as progressé. Puis aujourd'hui, maintenant, monsieur va tout casser en 2020. C'est ça. Bah, merci beaucoup. Merci. Soit.